Pierre Lursa, vous le connaissez tous, eh bien, il est notre invité du jour, essayiste et traducteur. On va parler de son livre qui vient de sortir, mais aussi de son alia. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Pierre Lursa. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi. Et ben voilà. Donc, on vous connaît pour différentes activités, différentes casquettes que vous avez. Vous êtes essayiste, traducteur. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Israël, le rêve inachevé. Quelle étape pour le peuple juif? Alors, j'imagine qu'on va vous traitez dans ce livre beaucoup de questions existentielles qui touchent à nos valeurs profondes, à notre identité profonde. Mais on connaît moins votre parcours, vous qui êtes là depuis 25 ans. Ça commence à faire. Depuis 25 ans, oui. Je suis monté en Israël le 1er décembre 93. Donc ça fait tout juste 25 ans. Alors vous êtes sioniste depuis toujours, on va dire ça comme ça. Depuis mon adolescence, mais je crois que j'avais ça dans les gènes puisque ma mère est née à Jérusalem. Alors ça, c'est assez incroyable parce que je crois que 1928, c'est la date de naissance de votre maman. Ça veut dire que ses parents étaient déjà là? Absolument. Ses parents étaient montés de Pologne, tous les deux de famille sioniste. Ils s'étaient rencontrés à Jérusalem, se sont mariés à Jérusalem et donc ma mère est née à Jérusalem et j'ai toujours vu, étant enfant, le portrait de mon grand-père habillé en costume bédouin comme l'étaient les shomrim, les gardes à cheval qui gardaient les moshavot. Parce que c'est ce qu'il faisait. Et absolument, il a fait partie des shomrim, il a fait partie du Gdouda Avoda, le bataillon du travail. Donc quelque part j'ai grandi avec ce personnage, d'ailleurs que j'ai pas connu puisqu'il est mort peu de temps après ma naissance, mais je dirais que son image m'a marqué de manière consciente ou inconsciente, les deux à la fois. Et effectivement, c'est quelque part quand je suis venu en Israël, je venais un peu sur les traces de mon grand-père, de mon oncle qui était monté en Israël aussi. Oui, et puis vous avez une histoire quand même familiale chargée, puisque votre mère, qui est née à Jérusalem, certes, pour des questions, on va dire, personnelles, familiales, notamment, je crois que votre grand-père avait eu la malaria, ce qui était courant à l'époque. Oui, à l'époque, les chaloutzim, comme on les appelait, c'était évidemment, les conditions de vie en Israël étaient beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Des marécages, donc. Il n'y avait pas encore Kalita et toutes ces associations. Et il y avait beaucoup de maladies et pas de travail, de chômage. Et bon, c'était une vie difficile. Mon grand-père, qui était un pionnier, un sioniste dans l'âme, s'était forcé de rester en Israël. Malgré la maladie. Il est reparti en France, il est revenu. Enfin, reparti, non, il est parti en France. Enfin, il est parti en France, oui, absolument, parce qu'il venait de Pologne. De Cracovie. Et donc, il est revenu quand ma mère était jeune enfant et elle a quelques souvenirs des rues de Jérusalem, des rues en terre avec des chameaux. Mais finalement, ils ont dû repartir. Et donc, ma mère a fait toute sa vie en France et moi-même, j'ai grandi en France. Voilà. Alors, vous avez grandi en France, mais vous êtes aussi, je ne vais pas dire traumatisé, mais choqué, empreint des rafles de la Seconde Guerre mondiale, puisque votre maman et ses parents ont été aussi raflés. Elle a séjourné 1 an à Drancy. Elle a séjourné à Drancy, oui, quand elle avait 15-16 ans. Et heureusement, elle n'a pas été déportée parce que les Allemands ne déportaient pas les sujets britanniques, ce qu'on appelait les sujets de l'Empire britannique. Et ma mère et sa famille, en tant que Palestiniens juifs, avaient reçu les papiers d'un oncle qui travaillait ici dans l'administration britannique. Et donc, c'est ces papiers qui les ont sauvés et donc qui m'ont sauvé moi aussi. Par la force des choses. Ok. Et donc, forcément, ça ne laisse pas indifférent. En plus, vous aviez de la famille ici. Vous parlez de votre oncle qui était arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale en Israël, qui est resté, j'imagine. Qui a fait toute sa vie ici, qui était militaire de carrière. Et donc, ça fait des liens, ça crée des liens clairs. Absolument, même si je ne suis pas venu en Israël avant l'âge de 17 ans, mais quelque part, je crois que je savais que ici, c'était ma place. Vous aviez une place ici. Et quand je suis venu ici à 17 ans, j'ai tout de suite compris que c'était chez moi. Il n'y a pas eu d'hésitation. Bon, alors vous avez fait quand même des allers-retours. Vous n'êtes pas le seul, en général, dans ces parcours d'Alia. On sent bien que ce n'est pas toujours simple de s'intégrer. Donc, pour des raisons personnelles, peut-être, vous avez dû être contraint de retourner en France. Vous avez étudié en France, d'ailleurs. Oui, non, je suis monté en Israël à l'âge de 27 ans. Donc après mes études, j'ai étudié en France. Je suis arrivé ici, j'ai fait des équivalences de droit. Et après, j'ai vécu en Israël avec
des petits passages. Je suis revenu en France pour des raisons personnelles, mais toujours dans le but de revenir en Israël, bien entendu. Oui, c'est chevillé au corps, apparemment chez nous. Alors, chez vous, vous avez travaillé en tant qu'avocat ici. C'était facile d'avoir ces équivalences C'était compliqué. C'était pas facile, mais je crois que c'était moins difficile à l'époque. Il y avait une concurrence peut-être moins rude il y a 25 ans qu'aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, les examens d'avocats sont devenus très difficiles au point que les étudiants israéliens eux-mêmes, je crois que le dernier examen, il n'y a eu que 20% d'admis, au point qu'il y a eu même des recours devant la Cour suprême. Enfin, c'est devenu une véritable saga judiciaire parce que quelque part, la profession, peut-être il y a trop d'avocats et du coup, la profession essaye de fermer les portes. Et donc, finalement, aujourd'hui, c'est devenu difficile à la fois pour les nouveaux immigrants et même pour les Israéliens de souche. Alors, vous avez tellement, on va dire, bien compris cette difficulté que vous avez monté une formation pour aider les jeunes avocats à, justement, passer ces équivalences. Oui, en fait, actuellement, je prépare aux examens de droit, mais je prépare les examens de droit, les experts comptables qui ont deux épreuves de droit à passer, ainsi que les agents immobiliers qui sont je dirais le gros du bataillon, parce que c'est une profession qui est plus facile d'accès évidemment. Mais donc, je prépare en général aux examens de droit les nouveaux immigrants francophones. Ok. Alors, quelle était pour vous la plus grosse difficulté quand vous avez fait votre alia ? Eh bien, la difficulté, je crois, pour tout Olim, pour tout Olé, c'est d'ordre matériel, évidemment, c'est de trouver sa parnassa, et puis plus généralement de trouver sa place. Et de ce point de vue-là, je pense que pour moi, c'était plus facile parce que j'avais la conviction que ma place était ici. Mais je pense que de manière générale, en tant que, d'après mon expérience professionnelle, qui forme beaucoup de nouveaux immigrants, je crois que parfois, les gens ont du mal à s'intégrer tout simplement parce qu'ils ont du mal à quelque part à renoncer à une part d'eux-mêmes. Ils voudraient être des Français en Israël alors que l'enjeu, c'est de devenir des Israéliens ou des Hébreux, comme disait Manitou. Et donc, pour ça, il faut être prêt à quelques sacrifices. Il faut renoncer à des choses ? Il faut sans doute renoncer à des choses. Si on veut vivre comme des Français en Israël, alors c'est très bien. Mais on ne sera jamais des Israéliens. Il y en a beaucoup qui le font. Oui, mais c'est un choix. Mais si on veut devenir vraiment Israélien, il faut quelque part accepter ce que Manitou appelait une mutation d'identité, et ce que nous vivons sur le plan collectif, mais aussi sur le plan individuel. Est-ce que pour vous, l'hébreu est une condition impossible d'y échapper pour s'intégrer ? Bien entendu. Je dis toujours à mes élèves, l'hébreu, c'est la clé de votre intégration. Et d'ailleurs, c'est une question ancienne. Et j'en parle dans mon livre à propos de Jabotinsky, qui avait été un des premiers il avait fait voter une motion par le mouvement sioniste. Ça se passe, il y a peut-être à peu près un siècle. Et déjà à son époque, il avait dit il faut que tous les élèves juifs en diaspora étudient l'hébreu. Et curieusement, cette motion avait suscité un débat au sein du mouvement sioniste, alors que tout le monde finalement était d'accord sur la nécessité de l'hébreu, mais simplement parce que les gens n'étaient pas tous d'accord avec Jabotinsky, avec sa forte personnalité. Mais quelque part, il avait été visionnaire parce qu'effectivement, si tous les juifs connaissaient l'hébreu avant de monter en Israël, les choses seraient bien plus simples. Et logiquement, on pourrait apprendre l'hébreu, en tout cas au moins dans les écoles juives. On pourrait l'apprendre comme une langue vivante et de manière, je dirais, plus poussée, plus perfectionnée. Alors justement, on parle de ces questions liées à l'hébreu, de se débarrasser d'une certaine forme d'identité. Quand on est français, qu'on vient ici, il faut s'adapter. Et votre livre aussi parle d'identité, alors plutôt d'identité collective, mais forcément, ça se rejoint. Donc, on comprend bien que ce sont des questions qui vous habitent, qui sont importantes pour notre avenir. Pourquoi vous avez décidé de rassembler tous les articles que vous avez écrits dans ce livre ? Oui, ce livre, parce que, effectivement, comme on répète le titre, Israël, le rêve inachevé, quel état pour le peuple juif ? Alors, le fil conducteur dans ce livre, effectivement, c'est le thème de l'identité de l'État d'Israël, savoir est-ce que Israël est un État juif ou est-ce que c'est simplement, comme on dit aujourd'hui, un État de tous ses citoyens, ce qui veut dire en fait un État occidental. Et au-delà de l'enjeu politique que j'aborde notamment à travers le thème de la Cour suprême, du système judiciaire, on peut en reparler, c'est une question, je crois, qui anime le mouvement sioniste, l'État d'Israël, depuis les débuts, et même au-delà. C'est la question cruciale
qui accompagne le peuple juif depuis son histoire. C'est pour ça que j'ai mis en exergue du livre à la fois la déclaration d'indépendance, dans laquelle il est dit que notre État portera le nom d'État d'Israël, ce qui n'était pas une chose évidente a priori, et aussi, un petit peu en miroir, le fameux passage de Bereshit qu'on a lu il y a quelques semaines, dans lequel Yaakov, après le combat avec l'ange, reçoit le nom d'Israël. Et donc, finalement, le nom d'Israël, c'est à la fois c'est le nom de notre peuple, c'est le nom de notre État, et c'est un petit peu l'identité qu'on essaye d'assumer, et ce qui est toujours un combat, qui n'est pas une donnée évidente qui n'est pas quelque chose d'évident. Alors, vous revenez sur des sujets qui ont un peu agité notre année, puisque vous parlez forcément de la fameuse Rock Aléon, dont tout le monde enfin, pas tout le monde, certains étaient très contents que ça existe, d'autres ont dit il n'y a pas vraiment de changement, et d'autres ont crié au scandale en disant que c'était une loi raciste, etc., etc. Et vous revenez sur cette question qui pour vous est assez essentielle, parce que apparemment, eh bien, si cette loi a été votée, c'est qu'il y avait une déperdition des valeurs et qu'il fallait mettre les choses au clair. Absolument. Je crois que la loi sur Israël, État-nation du peuple juif, elle a d'une part un aspect juridique, c'est-à-dire qu'elle vient combler une lacune dans l'édifice juridique israélien. Il fallait qu'il y ait une loi qui réaffirme qu'Israël est l'État du peuple juif, une loi fondamentale, puisque c'est une loi fondamentale, donc une loi plus qu'une loi normale, qui a une valeur supérieure. Il n'y a pas de constitution en Israël, mais disons que c'est un peu le quasi constitutionnel. Voilà. C'est l'élément d'une future constitution. Et par ailleurs, politiquement, effectivement, cette loi était importante parce qu'il fallait rappeler des évidences qui aujourd'hui sont oubliées, qui ont été battues en brèche avec 20 ans d'idéologie post-sioniste, dont on voit aujourd'hui les dégâts. Pas plus tard que ce matin, j'apprenais qu'une jeune étudiante à l'université hébraïque, pas loin d'ici, a été humiliée publiquement dans sa classe parce qu'elle était en uniforme, et une élève arabe s'en est prise à elle, et la prof, au lieu d'exclure l'élève arabe, s'en est prise à l'élève soldate de Tsahal. Ce qui montre à quel point l'idéologie post-sioniste... Là, vous parlez d'un bastion très à gauche. Absolument. L'université hébraïque, évidemment, c'est de Jérusalem, qui a beaucoup de soucis sur ces thèmes-là, d'ailleurs. Absolument, mais on retrouve des histoires similaires dans d'autres universités. C'est pas seulement à Jérusalem, et même si c'était seulement à Jérusalem, ça serait, je dirais, quelque part encore plus grave, parce que c'est quand même la première université israélienne, et qui a été fondée par beaucoup de pères fondateurs du sionisme, mais d'ailleurs pas aussi par des gens qui étaient passionnistes. J'en parlais dans mon livre précédent. Effectivement, quelque part, le verre était dans le fruit, l'antisionisme, ou disons une certaine conception du sionisme qui n'est pas très sioniste était déjà présente depuis le début. C'est pas par hasard que les intellectuels allemands qui ont fondé l'université hébraïque étaient tous finalement des gens qui étaient venus en Israël contraints et forcés, et non pas par idéal. Est-ce que vous pensez que le fait d'être francophone, d'avoir grandi ailleurs, peut amener à la société israélienne, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez écrit ce livre, d'autres pistes de réflexion pour mettre tout le monde d'accord et avancer dans le bon sens ? Mettre tout le monde d'accord, c'est peut-être pas, ce sera difficile, oui, mais c'est peut-être pas l'objectif, mais évidemment. En tout cas, débattre. Chaque alia apporte quelque chose. Et d'ailleurs, dans le cas de l'alia française, on voit bien que les intellectuels juifs, pour parler d'eux, d'origine française, ont apporté quelque chose à la société israélienne. C'est déjà un fait établi. Je pense à des gens comme André-René Neher, à Manitou, qui aujourd'hui est traduit et étudié en hébreu, qui connaît un succès foudroyant. Ce qui montre bien que l'alia francophone a déjà amené quelque chose et peut encore amener beaucoup de choses à Israël, bien sûr. Alors, bien évidemment, dans votre livre, vous abordez la question de la Cour suprême et du pouvoir des juges. Voilà, et vous parlez forcément d'Ayelet Shaked qui a mis un coup d'arrêt à cela. Absolument. Ayelet Shaked, c'est quelque part, je dirais, c'est un vent d'espoir pour la politique israélienne, et quelque part, je dirais, elle incarne un nouveau visage de la politique, et aussi quelque part un changement qu'on attendait depuis longtemps, parce que le mas à part, l'arrivée de la droite au pouvoir, sur le papier, c'était en 77, donc ça date pas d'hier, mais ça fait quand même pas très longtemps qu'on a justement des gens comme elle qui essayent de gouverner à droite, c'est-à-dire finalement de renverser un espèce de monopole qui a été établi après 77, la gauche qui a perdu le pouvoir par les urnes, qui l'a perdu à plusieurs reprises, qui a conservé le pouvoir dans certains bastions, notamment dans les médias, dans l'université et dans la justice. Et la Cour suprême, quelque part, c'est le bastion, je dirais, du pouvoir de ces élites
minoritaires et qui s'accrochent à ce pouvoir et qui ont fait des choses, je dirais, totalement contraires à toutes les règles de la démocratie d'état de droit, eux qui n'ont que le mot de droit à la bouche. Le fait que la Cour suprême s'arroge le droit, je dirais, de prétendre annuler une loi de la Knesset, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans aucun pays. Je ne sais pas si tous nos amis francophones qui viennent d'arriver comprennent, mais c'est vrai que c'était ça le gros problème, puisque les juges avaient le droit d'annuler en gros une loi qui avait été votée par les députés. Oui, malheureusement, c'est pas encore, on en parle à l'imparfait, mais c'est un combat qui est en cours, qu'Ayelet Shaked a entamé et qu'elle voulait continuer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était prête à rester au gouvernement. Et qu'elle brigue toujours le poste de ministre de la Justice pour poursuivre le travail. Elle en est qu'à la moitié. C'est un travail en cours, évidemment. C'est un travail considérable. C'est remettre en cause c'est quelque chose de très compliqué. Et le fait qu'elle ait été capable, qu'elle ait eu le courage et aussi la sagacité d'entamer ce travail, eh bien, c'est tout à son honneur. Et ça montre qu'elle a l'étoffe d'une véritable femme politique. Alors, vous parlez bien sûr d'identité à travers de la politique, mais vous parlez d'identité aussi, et ça c'est assez original, en tout cas pour un auteur francophone, d'identité à travers la littérature israélienne. Oui, la littérature, c'est l'endroit, je dirais, la culture en général. Je parle surtout de littérature, mais je parle un tout petit peu de chansons aussi, d'Arik Einstein. De la poétesse Rachel. Oui, mais finalement, la culture, c'est l'endroit où finalement où se joue le combat culturel, quelque part. Je dirais, ou plutôt, pour dire les choses autrement, c'est l'endroit où se définit l'identité culturelle d'Israël. Et on le voit bien quand on étudie un peu les grands auteurs de notre génération et des générations précédentes, parce que la question qui les anime, c'est toujours savoir qui on est. Et je parle notamment d'écrivains israéliens dont certains sont aujourd'hui un petit peu oubliés, mais comme Chaim Guri, ou qui sont moins connus des francophones, qui ont moins été traduits, comme Chaim Guri, comme David Shachar, comme Aaron Meged. Et tous, la question qu'ils posent, c'est finalement savoir qui on est. Il y a par exemple des pages très, très émouvantes de Chaim Guri qui dit, lorsqu'il est parti en Europe, juste après la fondation de l'État, ou même dans les premières années de l'État, il a rencontré les survivants de la Shoah en Europe et il dit « J'étais un Israélien, j'étais un Hébreu, et tout d'un coup, je redécouvrais que j'étais juif. » Et ça, c'est quelque part, c'est un aveu saisissant finalement du fait qu'on a pensé, on a pu croire que l'État d'Israël n'aurait rien à voir avec le judaïsme. Et finalement, on en est revenu, bien entendu, on en est revenu. Et aujourd'hui, on est un peu dans une troisième phase, c'est-à-dire, on n'est pas un État coupé du judaïsme, on n'est pas non plus tout simplement des juifs qui se sont rassemblés ici et qui font revivre leurs traditions venues de tous les pays. On est autre chose, on est en train de créer autre chose, une nouvelle identité qui n'a rien à voir peut-être avec ce qu'on a déjà connu, et on est un petit peu en train de faire le troisième étage du sionisme, c'est-à-dire ce que Jabotinsky avait appelé le sionisme suprême, ce que d'autres ont appelé le sionisme culturel, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais on est en train de bâtir l'identité culturelle de notre État et donc de notre peuple. Mmh. Bon, alors, on vous imaginez bien, à vous écouter, on imagine que votre livre est passionnant. En tout cas, on apprend des choses, qu'on soit de gauche ou de droite, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on pense, ce que pensent les autres, comment les choses s'articulent. Ouais. Oui, c'est un sujet qui transcende la politique, c'est Exactement. Un sujet qui est peut-être plus fondamental même que le débat politique, même s'il est au cœur du débat politique, bien entendu. L'identité d'Israël, je dirais, c'est le sujet qui transcende les clivages politiques. Okay. Et c'est le sujet fondamental, à mon avis, c'est un sujet essentiel de la société israélienne, de la culture israélienne, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensiez, lorsque vous avez fait votre alia, que vous écririez des livres, des essais, ou c'était à votre programme ou pas du tout ? J'ai toujours écrit des articles. J'étais déjà, en tant que militationniste, je commençais à écrire sur Israël, bien, mais peut-être que je savais pas qu'un jour j'écrirais des livres sur Israël. Je suis très content maintenant que ce soit le cas, et j'en suis très... Oui. Quel est votre prochain projet ? Toujours d'écrire sur ces sujets, peut-être aussi sur un sujet qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est le fait que beaucoup de dirigeants sionistes ont vécu en France, Eliezer Ben Yehuda, Jabotinsky et d'autres encore, et
en quoi ils ont été marqués par leur séjour français. Donc, beaucoup de liens qu'on ignore entre l'histoire d'Israël et l'histoire européenne. Oui, vous avez même d'ailleurs un chapitre entre les histoires tumultueuses entre la France et Israël que peu de gens connaissent. C'est toujours intéressant de découvrir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Voilà, et de nous avoir parlé un peu plus de vous, de votre parcours personnel, de votre alia, de vos livres. On vous souhaite Batzlacha. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.